Esprit libre, la grande émission de débat et de décryptage du Figaro et du Figaro Magazine. Un jeudi par mois, nous avons le plaisir de recevoir une personnalité du monde intellectuel et une personnalité du monde politique pour approfondir un grand sujet d'actualité. Cette semaine, nous recevons Claire Fourcade, médecin en soins palliatifs, et Astrid Panosyan-Bouvet, ministre du Travail et de l'Emploi, mais qui s'est beaucoup également engagée sur cette question de la fin de vie. Ce sera le thème de notre émission. Quelles questions pose ce débat sur la fin de vie? Est-ce que l'aide active à mourir est un droit comme les autres? Quels sont les garde-fous? Tout de suite, les réponses de nos deux esprits libres, Claire Fourcade et Astrid Panosyan-Bouvet. Astrid Panosyan-Bouvet, Claire Fourcade, bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Ravi de vous recevoir dans cette émission. Nous allons débattre, échanger pendant une heure sur cette question difficile de la fin de vie, sur la possibilité ou pas de légiférer et dans quelles conditions sur l'aide active à mourir. Mais avant de commencer, je voulais vous présenter la bande-annonce du nouveau documentaire événement de Laurence de Charette, directrice adjointe du Figaro. Ensemble, c'est justement un documentaire qui aborde cette question de la fin de vie. C'est le 3 avril à 21h. Ce sera diffusé sur le Figaro TV. Bande-annonce. La route pour aller à la maison, ça me renvoie souvent à la première fois que je l'ai faite. J'ai toujours cette toute petite appréhension le matin de qui je vais rencontrer, qui je vais voir et qui sera là et qui ne sera plus là. C'est pas uniquement me rendre utile à l'autre, j'ai une recherche plus profonde de comprendre comment la société civile peut venir au sein d'un centre de soins palliatifs. Je veux pas être triste. J'ai ma tristesse en moi, donc je veux pas le faire voir aux autres. Regarde, tu arrives toi là? Et ça te fait mal? Ce qui nous intéresse en tant que bénévole, c'est pas la mort, c'est tout ce qui se passe avant. C'est la qualité de vie qu'on peut offrir pour leur dernier moment. Qu'est-ce que c'est votre travail? Pompier? Plombier. Plombier, ah mais voilà, plombier, on en avait parlé ensemble, ça y est. Impeccable. Celle-là, les poupées. Celle-là alors. Regarde ce qu'elle nous fait. Bravo! La mort, d'une façon générale, ça continue à être un scandale, cette histoire. C'est la condition humaine, c'est ça qu'on apprend ici aussi. Tu l'apprends, mais en même temps, ça reste toujours inacceptable. C'est curieux, on est entouré par la mort en permanence et par la vie en permanence. On n'est pas bénévole parce qu'on a des choses à combler, pas du tout. On n'est pas bénévole parce qu'on n'a pas bien fait avec nos proches. On ne ferait pas ça si on n'aimait pas les gens. On fera autre chose. Les gens en bonne santé se sentent éternels. Mais qui est éternel aujourd'hui ? Claire Fourcade, je vous voyais regarder la bande-annonce. Je sais que vous avez vu le documentaire qui doit vous rappeler peut-être aussi une partie de votre quotidien puisque ça se déroule dans un centre de soins palliatifs. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce documentaire ? Alors je l'ai trouvé formidable parce Laurence de Charette a choisi un angle qui est inhabituel, ce regard par les bénévoles. Parce que une des spécificités des soins palliatifs, c'est la place des bénévoles justement qui viennent dire la place de la société dans l'accompagnement des personnes en fin de vie. Parce que nous les soignants, on est là au nom de la société, mais c'est la société tout entière qui est là présente. Et je trouve que de donner cette place à ce bénévolat très particulier, c'est une idée formidable. Merci Astrid Panosyan-Bouvet. Je vais commencer avec vous sur ce débat difficile parce que c'est un débat qui pose peut-être plus de questions qu'il n'appelle de réponses. Or, le travail du politique est de donner des réponses, mais vous êtes engagé sur cette question, mais avec humilité. Vous avez expliqué dans une tribune parue dans La Croix qu'avant d'y être confronté vous-même, vous n'aviez pas de certitude sur
sur ce sujet, sur le sujet de la fin de vie, mais aussi de l'aide active à mourir. Qu'est-ce que vous a appris cette expérience et est-ce que vous avez acquis finalement des certitudes ou est-ce que la mort reste à chaque fois un cas singulier ? La mort, elle est aussi singulière qu'universelle et c'est ce que nous montre aussi ce reportage. Vous avez dit que le rôle du politique, c'était d'apporter des réponses, mais je pense que c'est aussi de contribuer à la société, de se poser des questions et de se poser des bonnes questions. Et l'expérience que j'ai pu vivre, je ne veux pas en faire une vérité universelle et je veux toujours garder des doutes par rapport à la question qui nous est posée sur l'aide active à mourir. Il y a une seule chose que je sais, c'est que les gens ne vous disent pas « je veux mourir », ils vous disent « je ne veux plus vivre comme ça ». Ce qui nous impose à nous, accompagnants, familles, bénévoles, personnel soignant, de nous poser aussi les bonnes questions. Il y a des douleurs qui sont, on appelle, irréfragables, qui sont des tristesses aussi qui sont inconsolables et il faut savoir aussi les entendre. Mais on nous dit aussi qu'on ne veut pas mourir, on ne veut pas vivre comme ça parce qu'on ne veut pas imposer une charge à sa famille. Et ça doit aussi nous obliger à nous regarder nous-mêmes aussi. Et on nous dit aussi on ne veut plus vivre comme ça parce qu'on n'a plus de sens dans la vie. Et d'où, je pense, le rôle de l'accompagnement. Et les soins palliatifs sont d'abord un soin de l'accompagnement. Claire Fourcade, vous êtes médecin en soins palliatifs, vous avez fait ce livre, Journal de la fin de vie, qui vient de paraître chez Fayard. Je suppose que vous avez beaucoup appris sur la vie, la mort, les patients tout au long de votre expérience. Je ne sais pas si vous aviez des préjugés, des certitudes avant, et je ne sais pas si ça a évolué avec votre travail. Alors, avec les patients, moi j'ai coutume de leur dire, parce que souvent, c'est des mots que la médecine ne leur dit pas assez. L'expérience de la maladie, c'est une expérience de l'incertitude. Et comme c'est difficile de vivre en situation d'incertitude, et notre travail à nous soignants, c'est d'accompagner cette incertitude. L'incertitude de ce que sera demain, l'incertitude de qui on est, de comment on vit avec la maladie. Et ça fait 25 ans que je fais ce métier maintenant, depuis le 1er janvier 2000, donc 25 ans tout rond. Et c'est toujours l'incertitude pour moi. Là aussi, je pense que ces doutes, ils ne peuvent pas nous quitter. Le jour où les doutes nous quittent, je pense qu'il faut changer de métier. Si on veut pouvoir faire du singulier, si on veut pouvoir accompagner chaque patient selon ses valeurs, selon ce qu'il attend, selon son histoire, selon ses craintes ou ses espoirs, on doit être, nous, toujours dans cette incertitude du chemin qu'on va suivre ensemble. Et c'est ça aussi qui nous permet de découvrir avec chaque patient un chemin différent et qui fait qu'au bout de 25 ans, c'est toujours incroyable. Et moi, j'ai l'impression chaque jour d'apprendre de nouvelles choses sur la vie et sur la mort. À ce qui est de Panosyan-Bouvet, il y a cette demande de la société du droit à mourir dans la dignité. Qu'est-ce qu'elle traduit de la société aujourd'hui? Elle s'inscrit aussi dans une logique de demande d'ouverture de nouveaux droits. Est-ce que c'est un droit comme un autre? Ah non, c'est absolument pas un droit comme un autre et c'est pour ça que j'avais souhaité, avec d'autres parlementaires allant des communistes aux républicains, quand j'étais députée, avoir une vraie clarté dans les textes législatifs entre la question des soins palliatifs d'un côté et la question de l'aide active à mourir, qui n'est pas un droit comme un autre, puisqu'il établit... il légalise une transgression universelle qui est tu ne tueras point. Donc ce n'est absolument pas un droit comme un autre et je pense qu'il faut aussi s'interroger de manière générale sur ces droits créances qui finissent par s'établir comme des vérités absolues et toujours sur ce sujet vraiment être sur une ligne de crête entre effectivement cette liberté et puis cette question de la fraternité et d'être là auprès des plus vulnérables parmi les plus vulnérables. Claire Fourcade, est-ce que vous, en tant que médecin, vous trouvez que le débat est bien posé? Il a été posé à un moment donné en termes de droit. Est-ce que c'est ainsi qu'il faut le poser? En tout cas, je trouve que ce qui est important, c'est que la réflexion, elle doit nous amener à bien poser les enjeux de ce débat. Parce qu'en fait, la question n'est pas la demande de mort. La demande de mort, elle existe. Nous recevons des demandes de mort. Ça existe avant la loi et ça existera si la loi change. La question, c'est pas cette demande de mort. Elle est légitime, elle doit être entendue, elle s'impose, elle n'appelle aucun jugement.
pour nous, un patient qui demande à mourir, c'est toujours une priorité, c'est toujours une urgence, c'est toujours un patient qui sera hospitalisé de façon prioritaire parce qu'elle est toujours le signe d'une souffrance. Et entendre cette souffrance et permettre qu'elle s'exprime, c'est essentiel. La question qui nous est posée collectivement, c'est comment, comme société, on répond à cette demande. Et là, l'enjeu est tout à fait différent. L'enjeu n'est pas de savoir si c'est bien ou mal, si c'est digne ou indigne de demander à mourir, ou si ça existe ou si ça n'existe pas. Ça existe. La question, c'est collectivement, qu'est-ce qu'on choisit de répondre à cette demande. Et je crois que c'est ça qui doit guider notre réflexion sur ce sujet-là. Je disais tout à l'heure que la politique, c'était donner des solutions, mais en même temps, on est face à une demande singulière, intime, avec des individus extrêmement différents. Est-ce qu'on ne touche pas là, finalement, à une limite de la politique? Et est-ce que la politique est là, justement, pour répondre à toutes les demandes ou pour poser un cadre à la société? Oui, je pense que la politique est là pour poser un cadre dans lequel tout le monde doit pouvoir se retrouver. La raison pour laquelle je peux avoir un doute aussi sur cette question et pour aussi venir à ce que disait très justement cette demande intime, c'est que, et cette question d'incertitude aussi, c'est que des personnes qui se savent touchées par une maladie incurable, qui savent qu'ils vont voir leur corps progressivement se dégrader et les quitter, peuvent trouver une rassurance dans le sentiment ou dans la conviction qu'ils peuvent toujours garder la main. Voilà. Et ça, je pense que ça a une valeur très importante, qu'on ne peut pas simplement mettre de côté. Et c'est pour ça que je continuerai toujours à avoir des doutes, parce que quelqu'un qui se sait très malade, lui donner cette forme de rassurance, ça a une véritable valeur. À nous ensuite, accompagnant, personnel soignant, de pouvoir lui montrer qu'il y a d'autres rassurances possibles. Mais cette rassurance de se dire « je peux garder à tout moment la main quand la situation devient insupportable », eh bien, avant d'arriver dans les conditions de sédation profonde et continue telles que prévues dans la loi Claes-Leonetti, et peut-être qu'on en parlera, ça a une valeur qu'il faut aussi prendre en compte. Pourquoi, vous nous avez dit, on parlera peut-être de la loi Claes-Leonetti, je sais que vous en avez fait le bilan. Est-ce qu'il y a nécessité d'aller plus loin ou est-ce qu'elle répond déjà à beaucoup de demandes, cette loi ? Alors déjà, il faut savoir que la loi Claes-Leonetti est très inégalement répartie, enfin très inégalement appliquée dans les territoires. Il y a encore une vingtaine de départements qui en sont dépourvus, et même dans les départements qui sont dotés, on a entre 30 et 50% des patients qui ne peuvent objectivement y avoir accès. Donc je pense que le premier sujet, c'est le déploiement rapide, et on voit bien qu'il y a un consensus autour des soins palliatifs. Mais oui, et pour en avoir aussi discuté avec Jean Leonetti lui-même, la loi Claes-Leonetti trouve ce juste équilibre, mais elle peut, dans la mesure où c'est le pronostic vital court terme qui est engagé, elle peut ne pas nécessairement appréhender des maladies incurables, neurodégénératives. Tout à fait, tout à fait. Et c'est en ce sens qu'il faut entendre que ça peut être une rassurance de se dire « je peux, toujours est-il dans le champ des possibles, garder la main ». Voilà. Mais après, on pourra en discuter, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut entendre. Après, j'ai beaucoup de réserves, moi, sur l'aide active à mourir, mais j'entends ce besoin de rassurance quand on est très vulnérable. On va y venir, bien sûr, mais posons les enjeux. Claire Fourcade, vous êtes d'accord sur la loi Claes-Leonetti. Est-ce qu'elle pallie, elle répond à toutes les demandes, ou est-ce que dans le cas, effectivement, des maladies dégénératives, incurables, mais qui peuvent être longues, elle n'apporte pas encore de réponse suffisante ? Alors, elle répond, et c'était le choix du législateur, et en 2005 au moment de la loi Leonetti, et en 2016 au moment de sa révision avec la loi Claes-Leonetti, elle répond à la question des gens qui vont mourir. Elle a choisi, les législateurs ont choisi de ne pas répondre à la question des gens qui veulent mourir. Et ça, c'est vraiment important, parce que quand on interroge des soignants de toutes les disciplines, de réanimation, d'oncologie, de pneumologie, de gériatrie, sur la question des personnes qui sont en fin de vie, qui sont les personnes dont on s'occupe, la loi nous permet de répondre. Elle ne répond pas à des patients qui sont moins
proches de leur fin de vie et qui souhaitent effectivement la réassurance dont parlait Astrid Panosyan, qui est effectivement un élément très important. Hein. On entend bien dans ce débat cette inquiétude, quand on est plus éloigné de sa fin de vie et qu'on se projette, de se dire comment ça va se passer pour moi. On a vu des proches parfois accompagnés et de sentir à quel point c'est compliqué. Mais donc actuellement, on a une loi qui répond à l'accompagnement des gens qui vont mourir. Voilà. La question qui se pose à nous collectivement comme société, c'est la question des gens qui ne sont pas en fin de vie et qui disent qu'ils veulent pouvoir mourir. Vous, en soins palliatifs, est-ce que vous rencontrez ces personnes-là ou beaucoup moins? C'est des personnes plutôt en fin de vie Alors, je travaille dans les territoires, donc dans un département très pauvre. Je travaille dans l'Aude, un département rural qui est un désert médical. Et malgré tout, moi je dis toujours, si c'est possible chez nous, c'est que c'est possible partout, hein, parce que les conditions a priori ne seraient pas réunies pour que ce soit possible. On a un dispositif qui permet d'accompagner les gens très tôt dans la maladie. Vous voyez, hier, j'ai vu en consultation une patiente atteinte d'une maladie de Charcot, qui est à 3 mois du diagnostic, donc qui est au début de sa maladie, et qui vient nous voir adressée par le centre expert de Montpellier, à 100 km, pour voir comment, avec elle, on va pouvoir faire ce chemin. Et donc, on va probablement, cette patiente, si elle le souhaite, l'accompagner pendant plusieurs années, et pouvoir, à chaque embranchement que donne la maladie, à chaque choix que la maladie va lui imposer, les questions d'alimentation, les questions de respiration, pouvoir l'accompagner dans ses choix. Et la loi nous donne cette possibilité-là, si elle décide de limiter des traitements, ou voire d'arrêter certains traitements qu'elle aurait choisi de commencer, nous, on sera là pour l'accompagner. Donc, on a essayé de poser hier, pendant cette consultation qui a duré 1h30, les premiers jalons d'un accompagnement et surtout de la construction d'une relation de confiance, de lui dire, voilà, on sera là à n'importe quel moment, si vous avez besoin de nous, on sera là, on ne vous abandonnera pas, on ne laissera pas tomber et on fera tout ce qu'il faut pour vous soulager. C'est écrit dans la loi, je pense que trop peu de gens le savent, il est écrit dans la loi, pour nous soignants, on doit tout mettre en œuvre pour soulager, quoi qu'il en coûte, même si ça doit raccourcir la vie. Et donc, voilà, tous ces moyens qu'on a, on doit les utiliser. Ce qui est complètement juste, c'est que c'est seulement 50% des patients qui ont accès à une équipe de soins palliatifs, c'est que cette loi, elle est mal connue, mal enseignée, qu'un étudiant en médecine qui termine aujourd'hui sa 10e année d'études, il a eu en moyenne 7 heures de formation sur la douleur et les soins palliatifs dans l'ensemble de son cursus, et que donc, de façon évidente, 85% des jeunes étudiants qui finissent disent qu'ils ne se sentent pas prêts à accompagner des personnes en fin de vie, alors qu'ils vont y être confrontés. Et donc, c'est tout ça qu'il faut faire avancer, et je crois que là, effectivement, il y a consensus. C'est aussi le rôle du politique. Est-ce qu'on n'a pas, à un moment donné, alors on va y revenir, parce que maintenant, le Premier ministre a annoncé qu'il séparait la loi sur la fin de vie, sur les soins palliatifs, et la loi sur l'aide active à mourir, que ce serait 2 lois différentes, mais d'abord, est-ce qu'il fallait séparer ces 2 lois, et pourquoi au départ on a semblé vouloir poser la question de l'aide active à mourir, alors même qu'il y a une loi qui existe et qui n'est pas toujours appliquée? Alors, je pense que c'est une excellente chose de vouloir séparer les deux textes. Les soins palliatifs, c'est une question de moyens aujourd'hui. Et d'ailleurs, on voit que quand, dans les pays qui aujourd'hui offrent ces différentes possibilités, eh bien, quand il y a accès à des soins palliatifs, la demande d'aide à mourir est réduite drastiquement. Et donc, là, il y avait nécessité, pour la clarté justement du choix politique et du choix citoyen, de séparer les textes, parce qu'il y a unanimité sur la question des soins palliatifs et un débat qui doit s'ouvrir avec la dignité qui s'impose. Et on a vu dans les premières semaines à l'Assemblée nationale combien l'Assemblée nationale a été capable de mener ce texte avec beaucoup de sérénité, mener ce débat avec beaucoup de sérénité, et bien un débat sur l'aide active à mourir. Mais vouloir joindre ces 2 textes, c'était adopter une approche contre laquelle je m'étais opposée, de considérer ce sujet comme un continuum. Voilà. Des soins palliatifs à l'aide active à mourir. Non, il y a les soins palliatifs qui relèvent de cette éthique de l'accompagnement, et il y a l'aide active à mourir qui relève de toute autre chose, hein, que je ne dénigre absolument pas, mais qui relève de toute autre chose et qui est surtout une rupture profondément anthropologique dans nos sociétés.
Claire Fourcade, vous étiez favorable, vous aussi, à la séparation des deux textes. Ceci étant dit, vous l'avez rappelé, il y a beaucoup de difficultés pour les soins palliatifs aujourd'hui. Ils ne sont pas déployés tels qu'ils devraient l'être sur le territoire. Est-ce que de poser dans ces conditions-là l'aide active à mourir, il n'y a pas un risque de continuum, même si les lois étaient séparées? Alors, en tout cas, je trouve que c'est très important, parce que la question qui se pose dans cette question d'un texte ou de deux textes, c'est de savoir si on peut considérer que l'euthanasie et le suicide assisté, parce que moi, je parle pas trop d'aide active à mourir, parce que c'est aussi ce que je fais, c'est mon métier depuis 25 ans, d'aider des gens de façon active. On n'est pas passif, on a beaucoup de dispositifs et de techniques pour accompagner et faire en sorte que la mort se passe le mieux possible, même si ça reste toujours quelque chose de douloureux et de tragique, hein, pour celui qui part comme pour ceux qui restent, mais en tout cas, voilà. Mais en tout cas, la question, c'est de savoir si l'euthanasie et le suicide assisté font partie des soins ou non. La définition, que ce soit la définition du Code de la santé publique ou la définition du dictionnaire d'un soin, c'est quelque chose qui maintient ou qui améliore la santé. Il me semble qu'à aucun moment, l'euthanasie ou le suicide assisté ne peuvent maintenir ou améliorer la santé. Et donc, il y a vraiment, c'est cette question-là, au fond, et les soignants ont beaucoup pris la parole pour dire que pour eux, ça faisait pas partie des soins. C'est exactement ce que dit Astrid, hein, c'est un autre choix au niveau de la société, mais en tout cas, ça ne rentre pas dans le continuum de soins. Et faire deux textes, c'est bien dire que d'un côté, il y a la question du soin, la question médicale, la question technique, la question des moyens et de l'accès, de rendre possible. Depuis 1999, la loi impose un accès universel aux soins palliatifs pour tous ceux qui en ont besoin. En plus de 25 ans, on a fait la moitié du chemin, il nous reste la moitié à faire. Ça serait bien qu'on n'attende pas un quart de siècle pour faire l'autre moitié. Et donc voilà, c'est pour ça que c'était vraiment important d'avoir cette séparation. Et puis quelque chose, moi, qui me fait un petit peu peur en ayant cette simultanéité, c'est une rupture d'égalité, parce qu'on va imaginer des départements qui sont dépourvus en fait de cet accès aux soins palliatifs. C'est le sens de ma question. Si la loi n'est pas appliquée, le risque est que les gens se reportent sur le suicide assisté faute de soins palliatifs. Sur le suicide assisté, sur l'euthanasie, faute de soins palliatifs, là où des départements sont mieux pourvus, parce que Madame Fourcade, Claire peut en parler, le déploiement des soins palliatifs prend aussi du temps. Hein, c'est des hommes et des femmes. C'est la formation, ça prend plus de temps que d'instituer des nouveaux droits. Et donc moi, je ne souhaite pas cette rupture d'égalité pour des concitoyens qui n'auraient d'autre choix que de recourir au suicide assisté ou à l'euthanasie, faute de soins palliatifs. Dans une société de plus en plus individualiste, est-ce que justement, vous avez dit que vous n'étiez pas forcément dans une logique de nouveaux droits, est-ce qu'il n'y a pas un risque, soit une solution de facilité qui nous exonère justement d'une forme de devoir de solidarité, de fraternité? Oui, enfin... Encore une fois, je ne veux pas dénigrer, je pense que il y avait ce risque, pas pendant le débat parlementaire, mais au début, de vouloir dire voilà, les conservateurs d'un côté, les progressistes de l'autre. Encore une fois, je ne dénigre personne et je pense que la question n'était pas une question morale. Non, bien sûr. Mais je pense que effectivement, ce sujet doit nous interroger aussi sur l'accompagnement d'une société auprès des plus vulnérables. Parce que Madame parlait d'une patiente qui est atteinte de maladie de Charcot, qui a été diagnostiqué il y a 3 mois, mais il faut se dire les choses aussi. L'accompagnement au quotidien d'un malade de cette terrible maladie va être très différent selon les moyens dont il dispose. Aujourd'hui, un ordinateur à commande oculaire qui permet de pouvoir communiquer à travers ses yeux, c'est quelque chose qui coûte cher, qui peut coûter plusieurs milliers d'euros, qui est très très mal remboursé par la sécurité sociale. On parle du remboursement des fauteuils roulants. Cette proposition du président de la République, c'est une très bonne chose, mais les fauteuils confort à la maison qui permettent de faciliter les transferts, Madame Fourcade, elle connaît ça par cœur, ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale et ça coûte cher. Et puis, je ne parle même pas, là on parle de l'accompagnement technique, je ne parle même pas de l'accompagnement humain au jour le jour, pas simplement celui des familles qui deviennent des aidants familiaux souvent à plein temps, mais aussi des aidants professionnels dont on sait qu'ils manquent cruellement. Donc c'est aussi ces sujets qu'il faut regarder. Sinon, effectivement, moi j'ai peur que, faute d'eux,
eh bien, on risque d'aller recourir à l'aide active à mourir, faute de choix finalement. C'est vraiment le quotidien de ce qu'on vit. Moi, ça fait 25 ans que j'accompagne des patients atteints de maladie de Charcot. Je n'ai jamais vu de patient équipé d'un ordinateur à commande. Voilà. Jamais. Aucun de nos patients n'a accès à ce type de matériel. Jamais. Donc ça veut dire que ces patients, à partir du moment où ils n'arrivent plus à s'exprimer, on doit trouver d'autres moyens. Donc on a imprimé des grandes pages d'imagiers avec lesquelles on communique avec les patients, mais on voit bien, quand je vois ce qui est possible ailleurs, on voit bien que déjà, cette patiente que j'ai vue hier, elle a trouvé une association près de Poitiers qui rééquipe des fauteuils roulants et elle va pouvoir récupérer, elle était folle de joie à l'idée qu'elle allait pouvoir récupérer un fauteuil qui lui permettrait de sortir de chez elle, puisque déjà maintenant elle n'arrive plus à sortir. Donc voilà, on voit très bien comment le déséquilibre est déjà là et comment nous on est obligés de composer et d'inventer comment on peut accompagner. Mais voilà, et il me semble que la réflexion autour de ces textes de loi, elle doit tenir compte de ces éléments-là pour pas être un facteur d'aggravation des inégalités et un facteur d'aggravation du sentiment pour les patients d'être un poids pour leurs proches ou pour la société. C'est déjà un sentiment qui est très fort. Et puis je voulais reprendre ce que vous disiez d'une société très individualiste. Alors moi j'ai la chance, peut-être c'est le fait de travailler en milieu rural, mais je trouve que c'est pas ce que je vis depuis 25 ans. Je suis impressionnée par les familles, la place des familles et des proches auprès des patients. Les familles, elles sont là. Elles sont prêtes à bouleverser leur quotidien. C'est parfois très difficile, ça nécessite de raccompagner. Parfois, elles sont démunies, elles savent pas comment faire. C'est quoi notre place, comment on peut être utile. Mais je continue. Pour moi, c'est vraiment une source d'espérance au quotidien de voir à quel point les proches peuvent se mobiliser et être présents, même quand on se dit parfois nous soignants, mais comment ils tiennent, comment ils font. Et je trouve que c'est à la fois très impressionnant et en même temps quand même encourageant sur la société dans laquelle on vit. Vous avez votre livre, Journal de la fin de vie, vous racontez votre quotidien de médecin et également votre rencontre avec le monde politique, puisque vous êtes intervenu dans les débats préalables sur la Convention citoyenne, notamment au projet de loi. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'être suffisamment entendu par les politiques et est-ce qu'il n'y a pas un peu d'amertume qu'on parle aujourd'hui de la question des soins palliatifs parce qu'on parle de la question de l'euthanasie en parallèle? Alors non, ça ne génère pas de l'amertume, il faut saisir toutes les occasions. C'est parfois compliqué, j'ai vraiment l'impression de mener une double vie, c'est deux vies vraiment différentes. Et en tout cas, comme soignants collectivement, pas seulement moi, on s'est dit qu'il fallait qu'on prenne la parole dans ce débat pour venir y mettre le réel aussi. C'est pas seulement un débat d'idées, c'est pas seulement un débat philosophique, même si c'est aussi ça, mais c'est aussi important que ce qui se passe concrètement au quotidien. Est-ce que les patients demandent à mourir si fréquemment? Non. C'est des demandes... C'est ce que j'allais vous dire, on en fait parfois, moi j'anime un site de débat, enfin une rubrique de débat au Figaro, une question quasiment philosophique, mais vous êtes confronté à des cas concrets. Est-ce qu'il vous arrive de voir des gens qui changent d'avis, des gens qui avaient un avis peut-être très arrêté avant d'être malades, qui pensaient qu'ils voudraient abréger leur souffrance et en fait qui ont une soif de vie? Est-ce que vous êtes confronté à tout cela chaque jour? En fait, on est confronté à l'humain, nous, les patients, les proches. Et nous tous, humains, on est ambivalents dans la vie. On veut une chose et en même temps le contraire. On aimerait être à la fois en vacances. Aujourd'hui, on ne le voudra pas nécessairement. C'est ça. Et donc on évolue, on change. Et notre travail, c'est justement d'accompagner ça. Et forcément, c'est ce qu'on vit au quotidien. Le patient qui, dans la même consultation, peut... Je raconte ça, une patiente, ça m'avait beaucoup marqué, une jeune patiente qui, à la fois, pendant une longue consultation, me dit qu'elle m'exprime son souhait de mourir et argumente sur ce souhait, et qui, au moment où la consultation se termine, me demande un vaccin pour le Covid. Et quand je lui dis que cette demande vient vraiment contradictoire avec la discussion qu'on vient d'avoir, elle me répond: mais docteur, je suis tellement fragile, si j'attrapais le Covid, je pourrais en mourir. Et donc on voit bien à quel point voilà, on est tous traversés par ça. Et cet autre patient qui me dit: ce que j'aimerais, c'est m'endormir chaud et me réveiller froid. Je vois bien ce qu'il veut dire, il aimerait mourir dans son sommeil, mais voilà, ce qu'il me dit, c'est: je voudrais me réveiller froid. Voilà, on est tous traversés par ça. À la fois, parfois, l'envie de mourir et la peur, l'envie de vivre et la peur de vivre comme ça. Et c'est ça, nous, dont on est témoins. Et je trouve que c'est important que cette
cette parole, elle soit dans le débat, les patients prennent très peu la parole, ce qui est normal. Hein. On ne peut pas parler à leur place, mais on peut au moins témoigner de ce qu'on vit, de ce qu'on entend, de ce qu'on voit. Et puis moi, je voudrais redire aussi que quand même, dans l'immense majorité des cas, la mort n'est pas quelque chose ni de douloureux, ni de violent, ni dans des grandes souffrances. Dans l'immense majorité des cas, la mort est quelque chose qui se passe de façon apaisée. Et parfois, c'est compliqué, et c'est notre travail à ce moment-là d'apaiser les choses. Mais voilà, parce que ce débat peut donner l'impression à tout le monde que la mort va nécessairement être quelque chose d'extrêmement difficile. Et au quotidien, heureusement, c'est pas le cas. Est-ce qu'il n'y a pas de notion, Bouvet? Claire Fourcade nous rappelle, oui, effectivement, que l'être humain peut changer d'avis selon le contexte, selon les situations. On a abordé le cas des maladies dégénératives, qui est un cas compliqué. Il y a un autre cas compliqué auquel je pense, c'est les cas où les patients sont en état végétatif et ne peuvent pas forcément exprimer leurs souhaits. Dans ces cas-là, est-ce que du coup les directives anticipées ont un sens ou pas? C'est la question centrale du consentement, en fait. On a eu ce débat à l'Assemblée nationale et il y a de la nécessité, mais d'avoir, même au moment de l'application de la sédation profonde et continue, la nécessité d'avoir toujours une forme de consentement tacite, soit parce qu'il a été écrit dans les directives anticipées, soit et même quand bien même il a été écrit dans les directives anticipées, c'est toujours très important au fur et à mesure que vous nouez cette relation de confiance avec le patient, la patiente, de l'avoir. Donc c'est une question fondamentale et on avait eu ce débat au printemps et l'idée que des personnes qui n'aient pas qui n'ont plus toute leur connaissance en fait, puissent à un moment donné recourir à l'aide active à mourir, l'euthanasie, sans leur consentement plein et entier, c'est quelque chose d'absolument terrifiant. Je pense. On viendra peut-être. Si je peux me permettre, pour compléter, ça pose la question du consentement et ça pose aussi pour nous, médecins, la question de l'obstination déraisonnable, ce qu'on appelait l'acharnement thérapeutique. C'est-à-dire qu'un patient en état végétatif chronique ne vit ou n'existe que parce qu'à un moment, il a été réanimé. Voilà. Et donc la question se pose pour nous, soignants, et la loi aussi nous y invite. Et je pense que justement, les soignants n'ont pas eu parfois le tort d'être dans l'acharnement thérapeutique. Oui, je pense qu'il y a une vraie réflexion collective qu'on devrait mener sur cette question de l'obstination déraisonnable. Plus la médecine évolue, plus elle nous donne de possibilités et plus on crée des situations d'une immense complexité qui sont après très difficiles à accompagner. Et donc cette réflexion-là sur la proportionnalité, la mesure des soins, ce qu'on fait, c'est quoi l'objectif, jusqu'où on va, est-ce que ça a du sens, est-ce que c'est raisonnable? Et c'est là où les directives anticipées des patients sont très aidantes, puisqu'elles peuvent aider les soignants justement à proportionner leurs soins. Mais voilà, je crois qu'avant de se poser la question de qu'est-ce qu'on fait de ces patients, comment on les accompagne et comment on pense leur fin de vie, au départ, voilà, comment aussi nous, médecins, on accepte parfois de limiter. C'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire. Et je pense que cette question-là, elle doit nous accompagner tout au long de nos prises de décision. Parce que la question que vous posiez était très précise, mais elle pourrait tout aussi se poser pour la perte des connaissances cognitives, en fait, et tous ces sujets. Il y avait l'affaire Vincent Imbert, avec le choix de remettre à la justice cette décision. La décision de judiciariser quelque chose. Mais en fait, ça renvoie, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de craintes, en fait, par rapport à l'instauration d'un nouveau droit, c'est parce que les garde-fous qu'on peut mettre à un temps T, donc type consentement à chaque étape, maladie incurable, comme c'était le cas dans le projet de loi du gouvernement au printemps, les exemples étrangers montrent que ces garde-fous sautent peu à peu au nom de nouveaux droits créances. Donc on était dans beaucoup de pays, d'abord sur des maladies physiques incurables, et puis les choses finissent par s'élargir. Il y a les maladies de type psychiatrique, il y a même simplement l'état de vieillissement. Et tout ça, ça pose quand même beaucoup de questions, parce que les garde-fous qu'on se donne finissent par sauter les uns après les autres, en tout cas dans les législations étrangères telles qu'on a vu les voir s'appliquer depuis quelques décennies.
Je crois que c'est en fait aussi, parce que c'est là où la question qu'on se pose collectivement doit être bien formulée. C'est-à-dire que la question, c'est est-ce que la loi peut répondre à la question de la souffrance ? Est-ce qu'on peut, par la loi, le petit tract de Gallimard d'Olivier Rey sur l'idolâtrie de la vie, qui pose très bien cette question-là, est-ce que c'est la loi qui peut répondre à cette question-là? Est-ce qu'on peut dire, je souffre, donc la loi doit m'apporter une solution? Et à partir du moment où on décide qu'on doit apporter une solution par la loi, c'est impossible de mettre des limites, en fait. Puisque, au nom de quoi, on déciderait que cette souffrance-là, on va y répondre, et cette autre-là, on n'y répondrait pas. Et c'est pour ça qu'en fait... Mais dans le domaine du subjectif... La souffrance est quelque chose de nécessairement singulier et subjectif, de très intime, sur lequel on peut porter là non plus aucun jugement. Mais si on décide que la loi doit répondre à la question de la souffrance et qu'on doit par la loi éviter toute souffrance, on voit bien que c'est impossible de mettre une limite. Et de façon, là aussi, pour mettre des choses très concrètes sur la table, je trouve, même si c'est peut-être un peu dur pour ceux qui écoutent, ça me paraît important. Les Canadiens ont légalisé le 31 octobre dernier la possibilité de l'euthanasie sur directive anticipée, c'est-à-dire d'avoir écrit avant une maladie, si je suis atteint de cette maladie, et ça s'adresse en particulier aux patients atteints de maladies neuroévolutives de type Alzheimer, je veux pouvoir à un moment, si j'ai plus mes facultés, être euthanasié. Ça pose des questions concrètes aux soignants qui sont, pour moi, complètement vertigineuse. C'est-à-dire, à quel moment l'action du consentement, on l'a beaucoup dit au printemps au moment des débats, c'est pas on l'a ou on l'a pas. Souvent, le consentement, il est altéré. Certains jours, on est présent, puis d'autres, on l'est moins. Voilà. Qui va décider qu'aujourd'hui, c'est le jour où vraiment là, les facultés sont trop détériorées? On va décider. Il y a déjà cet élément-là qui est difficile. Et puis, qu'est-ce qu'on fait du patient qui, à un moment, avait dit, quand il était en pleine possession de ses moyens, je veux qu'on me fasse mourir si je perds mes moyens, et qui, ce jour-là, ne veut plus se laisser euthanasier. Ce qui arrive de façon tout à fait fréquente, c'est-à-dire que, parce qu'il a évolué, parce qu'il n'est plus forcément avec une perception fine. La question qui se pose en ce moment au Canada, c'est de savoir si ces patients, il est éthique de les attacher pour pouvoir les euthanasier. Ils ont tranché pour dire que ce n'était pas éthique de les attacher et que donc on allait les sédater avant de les euthanasier pour qu'ils se laissent faire. Et ça, c'est les questions concrètes qui vont se poser pour nous les soignants. Et je trouve que c'est vertigineux sur la société dans laquelle ça nous projette, sur ce que ça dit du souci des autres. Et je trouve que c'est important que ces questions soient sur la table. Ces questions-là se posent actuellement aux Pays-Bas, au Canada, et la société réfléchit à ces questions. Et de loin, on peut se dire, mais non, chez nous, ça n'arrivera jamais. Et il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas chez nous aussi. C'est une aspiration sociétale à laquelle on veut répondre. Donc on commence par les majeurs, et puis ensuite, progressivement, ça existe dans un certain nombre de pays, les mineurs, les maladies physiques, physiologiques, de plus en plus de maladies de type psychiatrique. Je crois que chaque année passe, mais sans succès encore, aux Pays-Bas, l'euthanasie pour vie accomplie. L'euthanasie pour vie accomplie. Donc il y a jusqu'à aujourd'hui encore une majorité pour s'y opposer. Mais voilà, les digues sont par essence fragiles parce que sous le visage de la compassion et de la liberté, on voit que les choses peuvent avancer malgré tout. Le Canada, qui est le pays où le taux d'euthanasie est le plus élevé au monde, 28% des Canadiens considèrent qu'être sans domicile fixe est une condition suffisante pour demander un euthanasie. Effectivement, c'est vertigineux. Pourtant, il se pourrait que la boîte de Pandore soit ouverte, puisqu'on en parle c'était bien d'ailleurs de poser les enjeux, de poser la question des soins palliatifs, mais il y a possiblement un texte qui arrive sur l'aide active à mourir, avec deux options concrètes sur la table. D'un côté, l'euthanasie, et de l'autre, le suicide assisté. Je voudrais, parce que tous les gens qui nous écoutent ne connaissent peut-être pas la différence, quelle est la différence et quelle est l'option qui vous paraît peut-être la moins mauvaise? Alors, sur la différence, on va peut-être demander à Madame Claire Fourcade, qui est médecin, d'expliquer précisément les différences. Et ensuite, je vous expliquerai pourquoi j'ai, entre le mal et le moindre mal, une préférence, mais qui reste toujours quelque chose. Claire Fourcade, le suicide assisté, c'est la société qui met à disposition d'une personne les moyens de mettre fin à ses jours. C'est ce qui est autorisé, par exemple, en Suisse, où c'est le patient qui fait le geste. La Suisse, par exemple, interdit aux soignants de participer. Il peut y avoir des bénévoles qui aident, mais c'est le patient qui fait le geste. L'euthanasie, c'est un tiers qui fait le geste. Et actuellement, dans tous les pays du monde qui ont légalisé, c'est-à-dire c'est un petit
petit nombre de pays, hein, mais dans tous les pays du monde qui l'ont légalisé, c'est un soignant et un médecin. Avec au Canada la possibilité pour certains infirmiers de participer au geste. Dans le texte qui a été en discussion au printemps dernier, c'était beaucoup plus large, peut-être on y reviendra. Oui. Oui, c'était beaucoup plus large puisque ça prévoyait même un tiers, un proche, ouais. Comme si ça faisait partie de l'acte ultime d'amour. Et à votre question quant à la préférence, s'il faut devoir aller dans cette direction, je préfère être sur un dispositif de suicide assisté parce que cette liberté ultime, si elle doit être vue comme une liberté ultime au sens de Camus ou d'autres, eh bien, elle ne peut être déléguée en fait. Et quand on me rétorque qu'il y a des situations dans lesquelles un suicide assisté n'est pas possible du fait de la dégradation, on parlait de la maladie de Charcot, de la dégradation, et bien à ce moment-là, et c'est pour ça qu'il faut aussi, on parle malheureusement aussi de questions très pratiques, eh bien, si la personne ne peut pas elle-même avoir recours au suicide assisté, eh bien, ça veut dire que ses fonctions vitales sont tellement altérée qu'en fait, elle est tout à fait éligible à la sédation profonde et continue. Voilà. Ça veut dire que si la personne ne peut pas, par une paille, par exemple, boire une lotion, quelque chose, ça veut dire que, parce qu'elle ne peut pas déglutir, voilà, excusez-moi, elle ne peut pas déglutir, elle peut tout à fait être éligible à la sédation profonde et continue qui est autorisée dans la loi Claes-Lenotti, parce qu'il prévoit très concrètement que quand les fonctions vitales sont altérées et que cette personne ne souhaite pas des traitements dits invasifs, soit respiratoires, soit des sondes pour pouvoir se nourrir ou s'alimenter, eh bien, elle peut avoir accès à la sédation profonde et continue. Donc, à tout prendre, je préfère, encore une fois, le suicide assisté pour ne pas avoir à déléguer à autrui, qui plus est à la main qui soigne, l'immense responsabilité de mettre fin au jour de quelqu'un. Claire Fourcade, vous, en tant que soignante, il y a des gestes que vous excluez de faire dans tous les cas ? Alors moi, dans le débat, je suis intervenue comme au nom des soignants que je représente, pas en mon nom personnel. Après, pour moi, en mon nom personnel, ça m'est arrivé plusieurs fois de le dire à des patients dans la discussion, c'est-à-dire que avec les patients, on noue une relation. Et ça, peut-être, on oublie, nous, soignants, de dire à tous ceux qui nous écoutent à quel point aussi cette relation, on y est dedans comme personne, comme on est touché par nos patients, on les ramène à la maison, on continue de penser à eux, enfin, c'est un vrai lien qui se noue. Et moi, j'ai le sentiment personnel, hein, pour moi, en tout cas, je ne peux pas parler du tout pour d'autres soignants, mais en tout cas, pour moi, que si j'allais plus loin, que cet accompagnement, on accompagne les patients jusqu'aux portes de la mort, on les laisse et on doit revenir pour repartir avec d'autres patients. Dans l'équipe où je travaille, on accompagne chaque année 700 patients, un peu plus de 700. Ça veut dire que 700 fois, on fait ce chemin d'accompagner une personne jusqu'à la mort et de revenir et de repartir avec un autre. Ça nécessite de pouvoir écouter quelqu'un qui parle de la mort, quelqu'un qui parle de ses angoisses, de ses craintes. Écouter de façon libre, c'est parfois difficile. C'est un métier parfois difficile, même si c'est très riche. Et il me semble que si je vais plus loin, si quand j'écoute ce patient, je me dis c'est peut-être toi qui devras faire le geste, à ce moment-là, je suis obligée de rester à distance. Je ne peux plus prendre le risque d'être aussi proche et d'écouter de façon aussi libre parce que je me mets en danger. Et du coup, ça m'est arrivé plusieurs fois de dire à des patients, mais je pourrais pas faire ça pour vous parce que vous êtes important pour moi, je connais vos enfants, je suis allée chez vous, c'est trop compliqué et toujours quand on dit aux patients vous comptez pour moi, vous êtes quelqu'un d'important pour moi, je crois que voilà, on arrive à trouver un chemin ensemble parce qu'on sait qu'on compte l'un pour l'autre et il me semble que c'est essentiel et en tout cas pour moi, ça me rend incapable de faire ce geste, mais moi à titre personnel. Et la communauté, puisque vous dites que vous vous exprimez aussi au nom des médecins, bien sûr vous ne pouvez pas vous exprimer au nom de tous les médecins, mais comment vous sentez la communauté médicale par rapport à cette question ? Les acteurs de soins palliatifs, on les a interrogés 3 fois dans les 4 dernières années, justement, pour prendre la parole et pour porter une parole qui soit une parole collective. On leur a demandé qu'est-ce qu'ils souhaitaient qu'on porte comme parole. Et ce qui est important, c'est qu'en soins palliatifs, donc des soignants qui sont tous dont
l'activité principale est l'accompagnement de personnes atteintes de maladies graves. 96% nous ont répondu que pour eux, c'était pas envisageable de pratiquer des euthanasies. C'est-à-dire qu'on voit bien que je crois que cette impression qu'il y a que si je vais plus loin, ça va casser quelque chose dans la relation avec les patients, elle est très présente chez la plupart des soignants. 25% nous ont dit qu'ils quitteraient leur poste si la loi passait. Alors peut-être ils le feront pas tous, peut-être peu le feront, j'en sais rien, mais en tout cas en ce moment les soignants sont une denrée tellement rare qu'on peut pas se passer d'un seul d'entre eux, et donc là aussi je crois qu'il y a un vrai travail, devoir de vigilance de la société, de qu'est-ce qu'on demande à nos soignants, comment on peut leur demander à la fois d'être présents auprès de celui qui souffre, des jeunes soignants qui sont témoins, qui savent de ce que la maladie peut faire à l'homme, des choses difficiles, et comment on peut leur demander aussi d'être celui qui préparerait la seringue, qui rentrerait dans la chambre, qui dirait au revoir, qui assisterait. Enfin, je crois que voilà, à un moment, il faut aussi prendre soin de ceux qui soignent, si on veut pouvoir continuer à être une société qui collectivement, où on puisse prendre soin les uns des autres. Astrid Panosyan-Bouvet, la question de l'euthanasie peut être dans certains cas une question morale. Pour certaines personnes, c'est tout simplement un interdit religieux, mais ça peut être aussi pour des personnes tout à fait laïques, athées, une interrogation justement du fait des dérives que vous avez décrites. Il y a la dérive effectivement des droits créances, mais il y a aussi une dérive qui pourrait être celle de la bureaucratisation de la mort. Pardonnez-moi de vous poser la question, mais on a vu que pendant le Covid, que c'était parfois compliqué, l'état de nos hôpitaux, on sait qu'on est dans une situation budgétaire compliquée. Est-ce qu'il peut y avoir une dérive d'administration de la mort à laquelle il faut être particulièrement vigilant, justement, quand on a la responsabilité de l'administration de la cité ? Oui, à partir du moment où on est dans un droit créance, qui n'est pas celui d'une logique qui peut être compassionnelle, qui est quand même très différente. J'ai droit à, parce que je coche les différentes cases de la maladie incurable, du consentement, etc. Il y a un risque effectivement d'administration. D'ailleurs, j'avais entendu un témoignage extrêmement intéressant d'un de vos collègues, Claire, qui parlait de protocolisation, en fait. Parce qu'il faut aussi s'imaginer pour le médecin, pour le soignant, un protocole très précis à suivre, qui est la symétrie du protocole très administratif à suivre, parce qu'il y a aussi derrière un certain nombre de protections à prendre pour s'assurer que ça reste toujours de l'ordre du consentement. Donc, et quand on se plonge dans ces protocoles, finalement, j'ai peur qu'on en oublie l'essentiel qui est l'autre et qui est le plus vulnérable, en fait. Aujourd'hui, quand quelqu'un demande à mourir, la première question, c'est de demander pourquoi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous me demandez ça? Hier, quand on s'est vu, vous m'en avez pas parlé. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Expliquez-moi. Si la loi change, la première question qui vient, c'est quand, comment, est-ce que vous remplissez les conditions, voilà. Est-ce qu'on est dans le... Et là, on voit pas le même dialogue. À la fois un dialogue qui se modifie, et puis pour les patients, une forme aussi d'enfermement, c'est-à-dire qu'on rentre dans un protocole, dans un processus dans lequel il est beaucoup plus difficile de laisser fluctuer le désir, l'inconstance, l'incertitude aussi pour les patients, parce que voilà, on a commencé à organiser, on a décidé la date, on a fixé, et donc voilà, comment aussi le patient garde cette liberté de pouvoir dire qu'il veut mourir sans être immédiatement enfermé dans un dispositif parce qu'à certains moments, on doit pouvoir dire qu'on voudrait mourir, qu'on voudrait que ça s'arrête, et ça doit pouvoir être entendu, mais ça doit pouvoir aussi, on doit pouvoir aussi bouger autour de ça, et c'est ce dont on est témoin tous les jours. Et on est aussi dans une société qui est vieillissante. On sait qu'avec les maladies qui vont avec, je parlais du contexte budgétaire tout à l'heure, est-ce qu'il y a un risque qu'on préfère euthanasier plutôt que soigner? Je vous pose la question à tous les deux. Alors, toutes les deux. Ce qui est très intéressant quand même dans le débat que nous avons eu à la fois la Convention citoyenne et le débat que nous avons eu à l'Assemblée nationale, c'est que les exemples qui étaient les plus utilisés ou soulignés, c'était les maladies neurodégénératives. Voilà. Mais et comme si on voulait mettre de côté
chose qu'on ne voulait pas voir, le sujet du vieillissement. Voilà, exactement. Et donc cette question quand même se pose. Et on parlait de la question du coût de l'accompagnement des patients qui souffrent de maladies neurodégénératives. Il faut aussi parler de la question de l'accompagnement de nos aînés, voilà, dont on sait aujourd'hui que pour beaucoup, ils souhaitent rester à la maison, qu'ils ne souhaitent pas, ou alors qu'ils souhaitent aller en EHPAD, mais le plus loin, de manière la plus éloignée possible. Mais là-dessus, effectivement, on n'a pas encore vraiment, quand on se compare à d'autres pays, je pense notamment aux pays d'Europe du Nord, vraiment l'accompagnement qu'il faut pour nos aînés. Tout à fait. Donc la question peut se poser, c'est-à-dire que le fait de vouloir anticiper, on n'a pas tout à fait les soins palliatifs aujourd'hui en termes d'étendue sur le territoire, mais on veut aller sur l'aide active à mourir. On n'a pas aujourd'hui le niveau d'accompagnement qu'il faut pour nos aînés, même si voilà, on essaie de pallier, et on veut aller sur l'aide active à mourir. Ça pose question, effectivement. Claire Fourcade, c'est une question une pression que vous pouvez sentir, alors peut-être pas vous qui êtes en soins palliatifs, mais que des collègues peuvent sentir. En tout cas, il y a actuellement en France, chaque année, 200 000 tentatives de suicide qui conduisent à 100 000 hospitalisations, une toutes les 6 minutes. Et la société dit non. Vous avez voulu mourir, parfois de façon très violente, vous l'avez montré, vous l'avez répété, et la société dit non, toujours parce que vous comptez pour nous, parce que vous êtes important. Moi, je crois qu'aux personnes qui sont en fin de vie, ne sont pas des personnes différentes. On n'est pas un mourant, je n'utilise jamais ce mot. On est une personne qui arrive à la fin de sa vie, mais qui continue d'être une personne avec des désirs de vivant, des envies de vivant. Et moi, je crois que c'est possible à la société aussi, même quand ces personnes-là doutent du sens de leur vie et du désir de vivre, de pouvoir dire ben non, parce que vous comptez pour nous, on ne veut pas vous faire mourir. Mais ce non, il nous engage et il nous oblige et il doit nous obliger. C'est-à-dire on ne peut pas seulement se contenter de dire non et abandonner et dire vous ne devez pas dire ça. Si on dit non, on doit dire on sera là pour vous accompagner. La société, elle dit non parce qu'elle tient à vous, mais elle doit vous le montrer qu'elle tient à vous. Et je crois que cet engagement-là auprès des plus âgés, des plus malades, des plus fragiles, des plus handicapés, voilà, ça n'a de sens de dire non que si de l'autre côté on se donne les moyens d'être une société qui inclut, qui porte et qui considère les gens vivants jusqu'à la fin. Et c'est ce défi-là, il me semble, auquel on est confronté. C'est pour ça que c'est une vraie question politique. Avec un grand P, c'est une question magnifiquement politique. De quelle société on veut, qu'est-ce qu'on veut dire à ces gens-là et comment collectivement on se dit qu'on va les accompagner. Est-ce qu'on peut dire non à celui qui veut mourir? Est-ce qu'on peut le retenir? Est-ce qu'on peut lui dire tu comptes pour nous et jusqu'au bout tu es important pour nous, mais de notre côté, on prend aussi des engagements. Et il me semble que c'est là qu'est le débat et que si ces engagements ne sont pas pris, eh ben parfois ce sera effectivement plus humain de faire mourir que de laisser vivre dans des conditions qui ne sont pas dignes. Astrid Panosyan-Bouvet, une question politique avec un grand P sur laquelle on vous sent finalement assez partagé. Je dirais, vous avez pointé toutes les risques, toutes les possibilités de dérive, toute la complexité de légiférer là-dessus. Pourtant, peut-être que vous êtes favorable à un texte. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut encadrer ou davantage encadrer? Et peut-être aussi que le rôle du politique, malgré tout, c'est de l'encadrer à un maximum dans une loi pour pas avoir demain peut-être une loi beaucoup plus justement légère qui donnerait accès à un droit sans limite. Je trouve que justement les exemples étrangers qui ont institué l'aide active à mourir à travers le suicide assisté ou l'euthanasie montre que l'encadrement devient de plus en plus lâche, quoi. C'est-à-dire que les conditions s'élargissent par rapport au droit aux créances qui, lui, s'élargit. Donc, je trouve que à partir du moment où on met un pied dans la porte, elle s'ouvre progressivement. Voilà, sous l'aspiration, encore une fois, et de la compassion, la subjectivité de la douleur. Je ne connaissais pas ce livre et je vais le lire, Claire. Et puis, sous celui de la liberté. Donc, j'ai beaucoup de réserves. Je peux le comprendre, encore une fois, dans une logique compassionnelle, parce que la loi Claes-Leonetti
ne répond pas à toutes les situations. Elle répond aux situations dans lesquelles on est sur des pronostics vitaux engagés, dans lesquels donc, les fonctions vitales sont sur le point ou sont en train d'être altérées. Il faut prendre en compte les quelques situations dans lesquelles il y a une très nette dégradation de la santé sans que ces fonctions vitales soient encore altérées. Et comme je vous le disais, le fait de se dire « j'ai la main », au cas où, c'est une rassurance. Même si on n'y a pas recours, c'est juste que ça fait partie du champ des possibles, c'est une rassurance. C'est pour ça que je suis réservée. Une logique compassionnelle, pourquoi pas, mais je sais en même temps même une logique compassionnelle, malheureusement, peut prendre le risque de conduire à un élargissement progressif. Merci Astrid Panosyan-Bouvet, merci Claire Fourcade. C'était effectivement un sujet passionnant et c'est très agréable de pouvoir en parler justement de manière approfondie. Je vous laisse et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro d'Esprit Libre.